We all know our date of birth when we're born, but we don't know when our date of leaving it was going to be. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter la triste histoire de Jasper Williams et des Dupré. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce vers le haut et on est parti. Alessia Williams est une maman comme les autres. À la mort de son mari Jasper Clarence, elle élève seule ses 5 enfants. Jordan, Jairus, Jasper, Joy et Judy. Elle fait de son mieux pour être une bonne maman et pour élever seule ses 5 enfants, mais un coup de fil le 10 décembre 2016 va changer sa vie. Jasper Tyrone Williams a 24 ans et il est né et a vécu dans la ville de Providence, dans l'état de Rhode Island aux États-Unis. C'est un bon élève. En 2010, il est diplômé du Mount Pleasant High School, puis il poursuit ses études au Community College of Rhode Island. C'est avant tout un mordu de sport, donc après ses études, il va travailler pendant 5 ans à Champs Sports, un magasin un peu comme Decathlon, puis il se reconvertit en coach sportif dans la salle de sport Fitness Connection dans la ville de Raleigh, en Caroline du Nord. Jasper est un gentil garçon, un garçon ordinaire, mais il a fait des bêtises. Jasper was an athlete. He was very sociable. Wasn't the perfect kid, but he was a good kid. Même si la ville de Providence n'est pas spécialement réputée pour être dangereuse, les affrontements ne sont pas rares dans les rues de la ville et Jasper ne fait pas exception. Il est minuit 38 dimanche 25 novembre 2012 lorsque Jasper Williams sort du Knights of Columbus Club à Crescent View Avenue où une soirée dansante est organisée. Soudain, une violente altercation éclate entre lui et 2 hommes, Jared et Jacob Burrows, 19 et 20 ans. La bagarre va très mal finir puisque Jasper va poignarder les 2 frères à plusieurs reprises. Les victimes vont heureusement s'en sortir, mais Jared Burrows passera du temps aux soins intensifs de l'hôpital de Rhode Island tant ses blessures sont graves. Jacob, lui, a été poignardé à 3 reprises sous le bras droit et au niveau des côtes, et il aura également besoin de soins médicaux importants. Au départ, Jasper est introuvable, mais il finit par être appréhendé à l'aide de la déposition des 2 frères. À l'issue du procès de 5 jours, le vendredi 5 décembre 2012, Jasper est reconnu coupable de 4 chefs d'accusation, 2 d'agression avec arme dangereuse et 2 de voies de fait et de coups et blessures. Jasper écopera de 10 ans de prison, ramené à 3 par le juge Procaccini, malgré l'objection de l'État et du procureur général, qui estime que Williams devrait purger sa peine dans sa totalité, puisque premièrement, les coups de couteau qu'il a infligés aux 2 frères étaient dangereusement proches des organes vitaux, et deuxièmement, parce qu'il n'avait pas forcément exprimé de remords, car au départ, il avait accusé un ami à lui d'avoir poignardé les victimes. Mais le juge Procaccini reste sur sa position puisqu'il croit en la réhabilitation du jeune homme. Et il faut dire que la prison a changé le jeune homme. Il a participé à plus de 8 programmes de réinsertion, de gestion de la colère et des conflits sans violence, et il a suivi une formation de barbier au sein même de la prison. Selon le juge Procaccini, oui, le mal qu'il a causé aux frères Burrows est non négligeable, mais en 15 ans de carrière, je n'ai eu affaire qu'à une poignée de détenus comme Jasper, capables de changer radicalement pour le mieux après avoir été incarcérés. À sa sortie de prison, Jasper est un homme nouveau. Lui et sa mère sont reconnaissants pour la 2e chance que le juge Procaccini lui a accordée. Fini les bêtises. À 24 ans, il est temps d'aller de l'avant et d'être un compagnon et un père exemplaire. Car oui, il vivait avec sa compagne, avec qui il avait un fils de 4 ans. Seulement voilà, 17 jours à peine après la libération de prison de Jasper, Alessia reçoit un coup de fil. À ce moment-là, elle habite la Caroline du Nord, mais le numéro indique l'état de Rhode Island. Votre fils a été hospitalisé d'urgence. Alessia n'a pas besoin d'en entendre plus. Elle saute dans sa voiture et fait les 11 heures de route qui la séparent de son fils. C'est seulement sur place qu'elle prend conscience de la gravité de la situation. Son fils avait été poignardé 18 fois, dont dans le dos, les flancs et même la tête. Ses chances de survie sont maigres. Mais que s'est-il passé ? Jasper et un certain James Stevens étaient en conflit à cause d'une fille. Cette fille, c'était l'ex-petite amie de Jasper, actuelle petite amie de Stevens. Stevens était aussi, par une étrange coïncidence, le père du neveu de la petite amie actuelle de Jasper. Bref, dans la soirée du 10 décembre, les 2 hommes se seraient embrouillés sur les réseaux sociaux et Jasper aurait insulté la petite amie de Stevens. Ce dernier voulait alors en découdre et se rendre devant chez Jasper, entre Lyon et Warren Avenue, East Providence. Mais ça a dégénéré. À 23h45, ce sont les voisins, alertés par les cris, qui ont appelé les secours. Malheureusement, Jasper ne survivra pas à ses blessures. Sa survie dépendait uniquement des machines, mais son cerveau, lui, ne répondait plus.
Il sera finalement débranché avec l'accord d'Alessia le 15 décembre, soit 5 jours après son agression. Stevens, lui, reste introuvable pendant 18 jours. 18 jours pendant lesquels Alessia le suppliait de se rendre et disait qu'elle lui pardonnait. I want to say, James Stevens, I know you hear me talking to you. Turn yourself into the police. Regardless of what city you in, wherever you at, turn yourself in. Mais le dur labeur des enquêteurs va finir par payer. Tous les jours, ils ont téléphoné à Alessia pour la tenir au courant de l'avancée de l'enquête et tous les jours, ils ont fait en sorte d'exploiter la moindre piste pouvant mener à James Stevens. Et c'est dans un motel à El Paso, au Texas, qu'ils vont trouver leur homme. Ils voulaient sûrement filer au Mexique. I said, God, please grant me this wish for him to be captured by 2017. It's not fair for us to live in fear. It's not fair for us to not have justice for my son. For a month, no answers, until Alicia says she did the only thing she could think of, speaking with Stephen's mother face to face. First thing I did was hand her an obituary. And I asked her, when was the last time you talked to your son? And she specifically said to me, I spoke to my son yesterday. Within less than 24 hours, they found him in El Paso, Texas, across the street from the Mexican border because he was trying to flee from the country. Pendant son procès, Stevens plaidera la légitime défense. Selon lui, il voulait juste discuter avec Jasper, mais ça a dégénéré et Jasper lui a donné le premier coup. De peur, il a retourné le couteau contre son agresseur, Jasper mesurant 1,82 m pour 95 kg. Mais sa défense ne tient pas. Tout d'abord, selon le procureur, il serait étonnant que Steven ne se déplace que pour discuter, et puis 18 coups de couteau, ce n'est pas de la légitime défense. On a tout le temps de réfléchir à son geste, et pour poignarder quelqu'un à la tête, c'est que l'intention de tuer est bien là. De toute façon, l'attitude de James après son geste est d'autant plus incriminante. Il avait tenté de fuir à tout prix. Il avait commencé par demander à un ami à lui de se débarrasser de sa Jeep blanche, et il s'était débarrassé du manteau qu'il portait au moment de l'agression avant d'être retrouvé à la frontière mexicaine. S'il n'avait pas été attrapé, il ne se serait jamais rendu et n'aurait jamais assumé ses actes. Pour son crime, il écopera de 30 ans de prison, dont 20 fermes. Alessia est rassurée, mais elle reste amère car à aucun moment James Stevens n'a montré ne serait-ce qu'une once de remords pour ce qu'il a fait à son fils. Interrogée sur l'issue du procès, elle dira « J'espérais qu'il baisse au moins la tête, qu'il verse au moins une larme ». Le 23 août 2023, James Stevens a demandé la liberté conditionnelle après 6 ans de prison, mais on le lui a refusé. Every time that I get a letter of parole that James Stevens is trying to get out, I will be here. Cette affaire pourrait s'arrêter là si Jasper Williams n'avait pas fait preuve de repentir et montré qu'il était bien devenu un autre homme, même après avoir rendu son dernier souffle. Retour au 15 décembre 2016. La vie de Jasper Williams ne tient qu'au bip-bip de la machine qui fait fonctionner ses organes. C'est le moment. Décision est prise de le débrancher, mais Alessia a à peine le temps d'embrasser son fils qu'on l'évacue de la chambre. Le temps est compté. Jasper est en fait donneur d'organes. Alessia est bouche bée car elle ne le savait pas. Son foie, ses reins et son cœur vont être prélevés et grâce à lui, 4 personnes vont pouvoir profiter de la vie encore un moment. Et l'un de ces heureux chanceux s'appelle Mark Dupré. Il a 65 ans et habite Lincoln dans le Nebraska. 1 an après avoir reçu le foie de Jasper, il se sent mieux que jamais et il peut enfin profiter pleinement de sa retraite auprès de sa femme Kimberly, 60 ans, qui s'occupe très bien de lui. Il peut même reprendre la pêche tous les dimanches. Le don d'organes est un acte anonyme, aussi bien pour le donneur que pour le receveur. C'est pourquoi on ne peut pas connaître l'identité de son ou sa bienfaitrice. Mais d'une manière ou d'une autre, Mark arrive à retrouver la trace d'Alessia Williams et il se démène pour la remercier, elle et son fils, pour cette seconde chance qui lui a été offerte. C'est ainsi qu'à Noël 2017, il lui envoie une carte sur laquelle il écrit « Merci de m'avoir offert cette seconde chance de vivre ». Alessia met du temps à comprendre de quoi il s'agit, mais lorsqu'elle réalise enfin, son cœur se brise en morceaux. Ces mots, c'est comme si c'était son fils qui les lui disait. Kim aussi tient à remercier Alessia et au départ, le contact se fait tranquillement par téléphone, puis en vrai, et rapidement, une belle amitié naît entre Alessia Williams et les Dupré. Une amitié qui va durer 4 ans.
Pour Alessia, c'est un peu comme si une part de son fils vivait encore en Mark, et c'est pourquoi elle aussi se montre très protectrice envers le retraité. I would always say to him, Mr. Mark, make sure you take your meds, make sure you stay healthy, make sure you eat right, you take care of that liver. Pour Alessia, c'est comme si un bout de son fils vivait encore en celui qu'elle surnommait affectueusement Monsieur Mark, et elle se montre très protectrice envers le retraité. Elle lui dit de bien prendre soin de lui, de bien prendre ses médicaments. Et pendant le confinement de 2020, elle continue de prendre des nouvelles du couple, et Kimberly la rassure, tout va bien chez eux. Et même lorsque le confinement est levé, elle explique qu'ils ne voient personne et qu'ils sortent le moins possible pour éviter la contamination, car Mark reste quand même très fragile. Aux dernières nouvelles, Mark souffre de zona, ce qui est très douloureux pour lui, mais Kim est aux petits oignons pour lui. Tout ira bien. Enfin... Après avoir souhaité la bonne année 2021 à ses amis et avoir reçu leurs vœux en retour, Alessia Williams se heurte à un mur. Silence radio. Elle a beau appeler et appeler encore Mark et Kim à différentes heures de la journée, ils ne décrochent plus le téléphone. Pourtant, nous sommes encore en 2021, donc les restrictions ne sont pas toutes levées et le couple ne se serait jamais risqué de sortir. Mais alors, où sont-ils ? Jeudi 14 janvier 2021, 8h15. La police de Lincoln reçoit l'appel d'un homme expliquant avoir été alerté par du bruit émanant de chez ses voisins du dessous, les Dupré. Il a téléphoné à Kimberly pour s'assurer que tout va bien, mais comme elle ne répondait pas, il a décidé d'aller jeter un œil lui-même. Et c'est là qu'il a retrouvé Kimberly, gisant sans vie dans une mare de sang, et son mari, Mark, toujours vivant mais sérieusement blessé. Malheureusement, Mark décédera à son arrivée à l'hôpital de Rhode Island. Le couple a été littéralement massacré à coups de marteau. Mais le coupable ne va pas tarder à se faire connaître puisque plus tard dans la journée, les secours reçoivent l'appel d'un certain Timothy McQuesten, se disant très déprimé par la mort soudaine et si violente du couple, alors que les médias et la police n'ont pas encore divulgué d'informations au public. Ce Timothy est rapidement appréhendé et après une fouille de son domicile, situé à 400 mètres à peine de chez les Dupré, on va y retrouver des vêtements et des chaussures ensanglantés et dans sa voiture, on va retrouver un marteau et un pied de biche également ensanglantés. Le frère du suspect va confier aux enquêteurs que Timothy lui a avoué le double meurtre. On ne sait pas grand-chose sur Timothy McQuesten, mais si on se fie à sa page Facebook, qu'il a abandonnée en 2013, il aurait fait des études en éducation spécialisée à l'université et il aurait travaillé en tant que pédopsychiatre au New England Center for Children. Plus important, figurait parmi sa liste d'amis sur Facebook, Kim et Mark Dupré. Les raisons de ce crime haineux, de ce massacre ne sont pas claires, puisqu'il semblerait que les Dupré et Timothy aient été amis pendant un certain temps. Kimberly aurait même pris sous son aile Timothy et son frère suite au décès de leur mère. Alors l'entourage des Dupré est complètement dévasté et il ressort à l'unanimité que Mark et Kimberly étaient des personnes formidables et bienveillantes. Selon un ami du couple, Mark et Kimberly aidaient beaucoup les autres. Mark était un copain de pêche et Kimberly coupait régulièrement les cheveux de sa femme, donc ils se connaissaient quand même assez bien. Pour lui, il est impensable qu'une personne sur cette terre puisse vouloir autant de mal à Kim et Mark. She was always ready to help. She used to stop, say, if you need anything, let us know, you know. Rob Alfett-Lowy says that Mark was his fishing buddy, going on trips with his own family. On Friday, they gathered to create a memorial near the Dupree's home. I don't know. I can't do nothing no more. He's dead, so that's all I can do. Et pourtant, il semblerait que les Dupré aient coupé les ponts avec Timothy suite à une brouille qui aura duré 2 ans. 2 ans durant lesquels Timothy va essayer de reprendre contact avec Kimberly et avec Mark par tous les moyens. D'ailleurs, la veille du meurtre, il va appeler Kimberly pour lui demander de se voir, mais Kimberly va refuser puisqu'évidemment en 2021, elle ne voulait pas prendre de risques pour elle et pour son mari. Mais pourquoi Timothy voulait absolument revoir le couple ? Pour lui soutirer de l'argent ? Malheureusement, on ne saura jamais. À l'audience, McQuesten n'en dira pas plus sur son mobile, mais il réclamera à plusieurs reprises ses médicaments. Il avait notamment peur qu'on oublie de lui donner ses antipsychotiques et à plusieurs reprises, il s'est plaint qu'en prison, on ne lui a pas donné son clonazepam, son antidépresseur, alors que le clonazepam sert plutôt à combattre la nervosité et l'anxiété et aide à dormir.
I don't have my antipsychotic medicine. Klonopin, I don't know where it went. À l'issue de l'audience, il est décidé que Timothy McQuesten sera incarcéré sans caution à l'isolement dans une cellule de haute sécurité en prison en attendant son évaluation psychiatrique qui devait avoir lieu le 28 janvier. Il est isolé des autres détenus, on lui a retiré ses vêtements, ses chaussures et ses chaussettes, et à la place, on lui a donné une blouse spéciale pour les détenus à risque pour les empêcher de se faire du mal. Cette blouse est également surnommée la blouse anti-suicide, Ferguson, costume de cornichon ou costume Bam Bam, allez savoir pourquoi, est faite de tissu épais et matelassé, indéchirable et impossible à plier ou à rouler en forme de corde par exemple. Mais le 19 janvier, alors qu'un gardien fait sa ronde habituelle, il découvre Timothy McQuesten sans vie dans sa cellule, un masque anti-Covid enfoncé au fond de sa gorge. McQuesten avait réussi à sauter la vie et d'une manière effroyable. Pourtant, on est dans un quartier à haute sécurité et les gardiens ont pour consigne de se relayer et de faire des rondes toutes les 10 minutes. Et si autant de précautions sont prises pour empêcher les détenus de se faire du mal, pourquoi est-ce que Timothy avait un masque anti-Covid à disposition ? Ce qui ramène à 4 le nombre de victimes du foie maudit, comme le surnomme la presse américaine. Jasper, le couple Kimberly et Mark, et Timothy McQuesten, qui dans un ultime coup de folie, a décidé de sauter la vie d'une manière terrifiante, privant ainsi les Dupré de justice. That is just an unbelievable coincidence, and I just feel so sorry for Alicia Williams that she's really lost a part of her son, Jasper, a second time. Yeah, all three of us in the studio just watched that for the first time, just like you at home, and we're all talking about it. I'm sure just like you were speaking with your loved ones at home. That is some story. C'est un deuxième coup de massue pour Alessia qui a l'impression de revivre la perte de son fils et de reprendre son processus de deuil à zéro. Elle aimait sincèrement les Dupré. Elle déclarera « J'ai été assez chanceuse d'avoir rencontré 2 belles personnes. Et si j'avais la chance de parler une dernière fois à Monsieur Mark, je lui dirais d'embrasser mon fils au paradis. » It's like reliving the story all over again because the way that they died, you know, remind me of the way that my son died. If I had a chance to talk to Mr. Mark, I would say just give my son Jasper a hug in heaven. It's all just such a waste. You know, they were a really amazing couple. They were so thoughtful and kind. They had helped him in other times in his life. So, you know, what would have made him do this? And now his life is gone. Il semblerait que les 3 autres personnes ayant bénéficié du cœur et des reins de Jasper aient échappé à cette malédiction. Nous n'avons pas vraiment d'informations à propos de ces personnes, mis à part le fait que 3 d'entre elles soient des hommes âgés de plus de 60 ans, en comptant Marc Dupré, et la dernière est une femme âgée de plus de 40 ans. Alicia se rassure en se disant que malgré tout, c'est un peu comme si son fils était toujours là. D'ailleurs, elle adorerait faire la rencontre des personnes qui ont reçu les organes de son fils, afin de nouer une aussi belle amitié qu'elle a nouée avec les Dupré. C'est tout pour cette triste histoire que j'ai trouvée très intrigante. J'ai un petit peu de mal avec le fait qu'on considère le foie de Jasper comme maudit, puisqu'avant tout, le don d'organes est un geste admirable et qui sauve des vies. Mais il n'empêche que ces coïncidences lugubres pourraient laisser penser que les organes de Jasper porteraient malheur à ceux qui les reçoivent, et pour cause, les 4 personnes autour de cette affaire ont subi des morts violentes. Et surtout Jasper, le donneur, qui a subi lui-même une mort atroce, 18 coups de couteau, et si on croit un petit peu au surnaturel, on pourrait penser que l'énergie négative accumulée par ce crime s'est propagée dans ses organes et donc au receveur. Je sais que c'est un petit peu tiré, mais vu que le sujet a été abordé, pourquoi pas en débattre dans la barre de commentaires. Cette affaire, je l'ai découverte dans le hors-série Mystère et Paranormal du Nouveau Détective. N'hésitez pas à y jeter un œil parce qu'on y retrouve les affaires criminelles habituelles, mais également des histoires fantastiques, paranormales, ce qui peut être très intéressant pour les personnes qui s'y intéressent. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne et de réagir dans la barre de commentaires. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.